de la République est résolument engagé sur cette question démocratique. Et à chaque fois que le moment viendra, on sera convié aux élections. Vous-même qui êtes avec le président de la République et plus dans les secteurs de sa communication, vous pensez que le chef de l'État, en abordant cette question, dispose bien des éléments pour revenir au mandat prochain? Euh, je vais revenir sur ça, mais euh, Blaise avait jeté un pic là en disant Bounangana est toujours occupé. Oui, Blaise, nous le savons très bien, Bounangana est toujours occupé. Ah, euh, mais votre pic là cache euh, un grand questionnement. Pourquoi n'attaquerons-nous pas ou pourquoi ne pas récupérer Bounangana? Le chef de l'État veut montrer sa bonne foi. C'est vrai qu'en politique, il y a la bonne foi ne compte pas en politique. Mais n'oublions pas que les équilibres géopolitiques des années 80, 90 ou du XXe siècle ne sont pas les mêmes que l'équilibre géopolitique du XXIe siècle. Le Rwanda était considéré comme le Rwanda et l'Ouganda, Kagame et Museveni, étaient considérés par les Bill Clinton, par les autres dirigeants occidentaux comme étant des modèles de démocratie, des modèles comme dirigeants d'Afrique. Mais je me demande si nous avons des observateurs qui sont allés voir des élections en Ouganda ou au Rwanda. Nous, ici, nous avons plusieurs chaînes de télévision, on a beaucoup de partis politiques, nous avons la liberté d'expression. C'est à tout moment que les gens peuvent dire n'importe quoi du président. Mais ce n'est pas au Rwanda, ce n'est pas en Ouganda. Est-ce que cette idée qu'avaient les Occidentaux, que les deux hommes-là étaient des modèles de dirigeants, ça ne va pas tomber en désuétude? Peut-être que nous y sommes. Parce qu'aujourd'hui, si la Centrafrique a pu retrouver un peu d'équilibre, c'est parce qu'elle a regardé un peu ailleurs. Donc nous évoluons vers un système géopolitique nouveau. Mais notre chef veut aller, comme j'ai dit, avec sa bonne foi. Ça veut dire que le jour où nous déciderons, Blaise, à attaquer Bounangana, personne ne nous condamnera. Et le jour où nous lèverons notre pied pour attaquer Bounangana, c'est le jour où on prendra Bounangana. Et peut-être qu'on va aller même au-delà de ça. La RDC est le seul pays de tous les pays frontaliers, à part la Zambie, à avoir des élections, à avoir cette démarche démocratique. Nous sommes un exemple pour nos voisins. Mais nos voisins ne souhaiteraient pas, que nous revenions la RDC de l'époque, ou l'ex-Zaïre. Quant à la question des élections, Edith Chala, c'est à chaque sortie, chaque fois quand le président a l'occasion de le dire, il a toujours insisté qu'en 2023, nous aurons des élections. Parce que la CENI a été installée, les lois sont déjà en chantier, l'argent, beaucoup de millions ont été décaissés pour la CENI, et nous pensons qu'en 2023, nous aurons des élections. C'est ça la volonté du président de la République, Edith Chala. Alors, Edith Chala, vous savez, le président qui peut avoir peur des élections, c'est celui-là qui n'est pas sûr de les gagner. Mais celui qui est sûr de gagner les élections hein, ne peut que vouloir que ça puisse avoir lieu pour justifier sa victoire, pour justifier sa réélection. Et je pense que Chala, vous êtes parmi les ceux là qui souhaiteraient que le président actuel puisse avoir un second mandat, parce que les signaux sont au vert, je crois, Chala. Cette question-là, elle ne se poserait pas. Et c'est un exemple d'ailleurs de plus qui prouverait en face de tous nos voisins que nous sommes un pays démocratique ou un pays qui évolue vers la démocratie et nous recherchons la démocratie moderne. Élection 2023, on va respecter le délai constitutionnel? Le président de la République n'est pas le président de la CENI. C'est une question qu'il faut poser à la CENI. Le président a donné le cadre, donc ça dit que les institutions ont permis à la CENI d'y être. Donc c'est à la CENI d'organiser les élections. Quand ça aura lieu, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2023,
il y aura des élections parce que le président y tient mordicus. La question là, peut-être la CENI pourrait répondre à ça exactement. Et tout à l'heure, M. Félix Kabala va prendre la parole, mais à l'intention des téléspectateurs, hein, la rédaction du journal télévisé a hier l'occasion de présenter l'arrivée de premiers kits électoraux qui sont arrivés par l'aéroport international d'Ondjili, et ce kit ont été réceptionnés par le rapporteur ou deuxième vice-président, je crois. Tétis Samba nous donnera certainement des précisions à ce sujet. C'est une façon de dire que les décor est planté pour qu'il y ait les élections dans notre pays. Monsieur Félix. La responsabilité d'organiser les élections incombe, effectivement, comme Paul Diaké l'a dit, à la CENI. Le président de la République, nulle part dans la Constitution est mentionné qu'il organise les élections. C'est la CENI. Mais c'est lui qui est le garant. Mais c'est lui qui est le garant. Je dois terminer. Allez-y. Si je ne termine pas ma réponse, vous allez-y. risquez de désorienter l'opinion. Allez-y, monsieur Félix. Le président de la République, à travers le gouvernement de la République, met le moyen à la CENI pour que la CENI s'assume. Je pèse bien mes mots. S'assume. Alors, c'est la seule et unique organe technique que la loi reconnaît d'organiser ces élections si elle nous dit, vu les opérations techniques pour telle et telle raison, nous allons réellement aller aux élections en décembre 2023, on s'incline. Si cette même organisation, qui est la CENI, nous dit que techniquement parlant, nous allons avoir un léger retard, on va s'incliner et adresser la question au peuple. Mais ce n'est pas une hypothèse que nous mettons en avant. Parce que la volonté du président de la République, il n'a cessé de le répéter. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Bien sûr. Oui. Et que l'on puisse organiser ces élections selon le chronogramme édicté par la Constitution. Okay. C'est-à-dire, la Constitution donne la loi, l'organe technique qui est la CENI présente l'applicabilité de cette loi, c'est-à-dire en organisant ces élections. Donc ici, ne faisons pas l'amalgame. Mais maintenant, posons encore une bonne question. Laquelle? On se la pose. Vous voulez qu'on organise les élections en 2023, mais vous, la même communauté internationale, vous voulez qu'on se mette dialoguer avec les terroristes. Dites-nous, c'est pour organiser les élections en 2023 ou le repousser? D'entre les deux, il faut faire le choix. Donc, il faut faire des bons choix. Il faut faire de bons choix. Et le bon choix, c'est le président de la République qui l'a fait. C'est d'organiser les élections et de ne pas négocier avec les terroristes. Il l'a fait savoir depuis Nairobi, jusqu'en ce moment. Or, la même communauté internationale, je ne cite pas de noms, voudrait qu'on puisse dialoguer. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Allons-y comprendre les dessous de cartes de ce dialogue. Et chose bizarre, des politiciens congolais en mal de positionnement cherchent à ce que nous partons dans ces schémas. Pourquoi aller dans ces schémas? Quel est l'agenda que ces politiciens mal intentionnés, en mal de positionnement, recherchent derrière ce plan d'aller vers un dialogue? Parce que si l'on se rappelle, on connaît quelques politiciens nommément qui se sont prononcés sur la question du dialogue, et subitement, on entend ce même terme être sorti de la bouche du secrétaire général des Nations Unies. C'est curieux. Oui, c'est un complot ou une conspiration? Non. Nous ne parlons pas d'un complot ou de conspiration. Restons diplomatiquement corrects. C'est un heureux hasard que... Ce n'est même pas un hasard. Ce n'est même pas une magie. Mais c'est une réalité. Parce que vous savez, moi, je préfère encore un diable que je connais qu'un ange que je ne connais pas. Je préfère parler avec un diable que je connais qu'un ange que je ne connais pas. Très bien. Donc, pour moi, malgré les difficultés que nous connaissons à l'Est, qui est le diable que nous côtoyons au quotidien, pour l'aider à se convertir et prêcher la bonne nouvelle, je n'accueillerai pas un ange qui est peut-être un ange déchu de Dieu. Voilà la position. Très bien. Nous restons dans ce chapitre concernant les élections. Nous en avions eu
2006, 2011, 2018, 3 cycles électoraux. On se limite au niveau des élections, de l'élection présidentielle, des législatives nationales et provinciales, mais malheureusement, les municipales ne sont pas organisées. Est-ce que en 2023, il y aura au moins des élections municipales et locales? Vous nous donnez des garanties, ou le président va en parler tout à l'heure dans son discours à la tribune Nations Unies? C'est une question qu'il faut poser, comme l'a dit Paul Diakese, à la CENI. Parce qu'elle est en charge d'organiser les élections à tout le niveau. C'est le technicien des élections. Vu qu'elle a le moyen de le faire ou pas, c'est cette même organisation qui va dire au gouvernement, nous sommes en mesure d'organiser ces élections municipales ou pas. S'il ne l'organise pas, mais à qui de droit de pouvoir prendre ses responsabilités et de remettre l'équilibre là où le municipal ont longtemps souffert d'une forme de représentativité par rapport à la loi. Mais nous n'allons pas quand même pointer du doigt la CENI, parce qu'elle doit d'abord avoir les moyens. Or, pour avoir les moyens, nous devons y travailler à la mobilisation des recettes. On félicite encore le gouvernement aujourd'hui parce qu'on peut parler de langage des recettes dans les caisses de l'État, mais qui doivent être investies adéquatement pour le développement de la République. De qui dit développement, dit aussi l'exercice de concourir à la démocratie, c'est-à-dire donner les moyens qu'il faut à la CENI pour organiser les élections à tout le niveau. Mais nous n'allons pas quand même aller précipitamment, on va quand même aller mollo et d'une manière assez chronologique pour organiser les élections nécessaires, et les autres questions seront posées parce qu'il y aura aussi la question d'organiser les élections pour les Congolais de l'étranger, qui est une question à l'étude. Je ne confirme pas. C'est toujours la CENI qui nous donnera de réponses techniques pour lesquelles le gouvernement va se mettre en marche de pouvoir donner les moyens nécessaires. Très bien. Monsieur Paul, vous voulez ajouter quelque chose en rapport avec les élections? Le discours a été prévu à 23h. Là, il est à 23h30. Peut-être qu'on va vérifier un peu auprès de nos amis qui sont là. Oui. Et on reviendra. Oui, on vous libère. Le temps d'annoncer aux téléspectateurs qu'il y a une autre invitée qui vient de nous rejoindre qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. C'est Madame Stéphanie Mbombo, qui est assistante du directeur de cabinet du chef de l'État. Et le directeur de cabinet, c'est bien Monsieur Guilain Niembo. Elle sera avec nous sur ce plateau et essaie de décortiquer toute la panoplie des thèmes développés sur ce plateau. Une façon de faire une projection, même si on n'a pas été parmi les rédacteurs du discours du président de la République, mais nous tenons compte des réalités qui prévalent dans notre pays avec des grands enjeux, et tous les sujets évoqués ici, nous osons croire, même à 80%, ne seront pas absents dans ce discours tant attendu, très chers téléspectateurs. Ce discours a été déjà rédigé. Bon, le travaux de rédaction... Vous l'aviez lu? Non, attendez. Oui. Le travail de rédaction avait commencé depuis très très longtemps. Ok. Mais je pense qu'avec la sortie de Guterres, beaucoup de phrases ont changé. On doit modifier, certainement. Voilà. Bien, merci. On vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Feli, Monsieur Paul Diakese. Le temps de prendre une transition avec L'Oréal, Patrick Kachala et Ernest Mabia va nous dire à quel moment le président de la République va prendre la parole, parce que tout à l'heure, quand nous étions en conversation téléphonique avec notre estimé confrère Giscard Koussema, il nous a parlé des 23 heures de Kinshasa, 18 heures de New York. Apparemment, nous sommes maintenant il est 23h32 minutes. Nous ne savons même pas à quelle heure le président va parler. Mais ce qui est vrai, ce plateau spécial va continuer. Nous allons développer avec les différents invités jusqu'à ce que le président de la République prenne la parole et porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Tchala, vous pouvez faire balancer une transition.
Aéroport international de Ndjili aux premières heures du matin. Sur place se trouve Madame Nseya Patricia Moulela, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, venue pour réceptionner le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs prévu en décembre 2022. Matériel livré par Meru System, l'entreprise sud-coréenne ayant gagné ce marché après l'appel d'offres international. Patricia Nseya Moulela était accompagnée du questeur adjoint Sylvie Birembano Balumé et du secrétaire général et exécutif adjoint Marie-Josée Kapinga. Notre présence à l'aéroport international de Ndjili, c'est la suite de la mission que nous avons effectuée récemment en Séoul, en Corée du Sud, pour lancer la production des kits qui vont servir à l'identification et l'inscription des électeurs, donc à l'enrôlement. C'est une joie que le fournisseur ait respecté le délai on s'est convenu pour livrer ces premiers. De retour au siège de la centrale électorale, Madame Patricia Nseya a remis officiellement les échantillons de ce premier lot au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui à son tour les a remis au secrétaire exécutif national Totomabik Totokani pour que le travail entamé puisse se dérouler comme nous l'espérons, a dit Denis Kadima Kazadi. Les dirigeants du monde entier affluent à New York pour leur rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée générale des Nations unies. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies sonne comme une rentrée des classes pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grand-messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue et comme à l'accoutumée, tous les chefs d'État et du gouvernement devraient se succéder devant la tribune du Palais des Verts pour leurs allocutions. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyangérou, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend saisir cette opportunité que lui offre l'Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer tous les combats que lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présidentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démasqué les agresseurs rwandais à peine couverts du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le fait projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur particulier de M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité, le président en exercice de la CEAC et de la SADC, que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la République avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie verte et du changement climatique. Au-delà de cette allocution officielle, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. 2 vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Lutundula et Ekba Zeiba s'activent dans les couloirs du Palais des Verts pour plusieurs dossiers bilatéraux. Il n'y a pas de doute possible, hein, très chers téléspectateurs. Les décors est donc planté. D'un moment à l'autre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la parole à la 77e Assemblée générale des Nations unies. La RTNC a mobilisé sa logistique et son personnel pour vous retransmettre en direct sur nos antennes les discours du président de la République. Il sera, je crois, le 11e intervenant, bien sûr, mais d'un moment à l'autre, la réalisation va nous donner des précisions exactes en complicité, bien sûr, avec nos confrères qui se retrouvent du côté de New York. Tout à l'heure, je vous disais, et qu'il y a une autre invitée qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est bien Madame Stéphanie Mbombo, assistante et directeur de cabinet du chef d'État et présidente du parti CRIC.
qui est membre de l'Union sacrée. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est quoi Parti CRIC? C'est ça, cadre réformateur intègre du Congo, qui fait ici CRIC aussi. Ok. Le président va prendre la parole d'un moment à l'autre à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son discours au niveau de la tribune Nations Unies? Ben, merci beaucoup. Ce que j'attends, c'est ce que le peuple congolais attend. C'est de réponses concrètes et des engagements concrets de la part des Nations Unies sur la paix à l'est du pays, mais aussi des engagements et encore le respect des engagements, surtout des pays pollueurs qui sont en train de faire mettre sur le pays africain l'impact du climat, le changement climatique, leur engagement à respecter le fonds destiné à compenser l'effet carbone, mais surtout leur engagement sur l'adaptation, qui est très important parce que vous savez vu que le président était au sommet de l'adaptation et au même titre que ses pairs africains, ils ont décrié l'absence éloquente des pays occidentaux qui sont pourtant pollueurs. Ici, le pays de l'Afrique subsaharienne pollue à 1% uniquement au niveau de la planète, mais subissent de plein fouet les conséquences au niveau de la dégradation des terres, au niveau de la sécheresse. D'ici 2050, nous allons avoir plus de 13 millions de la population africaine qui vont souffrir de malnutrition et de faim à cause de la pollution. Donc, il y a vraiment des urgences de la planète en ce moment-ci que la population attend du discours du chef de l'État. Mais aussi, il n'est pas allé que comme président du Congo, il faut le dire qu'il est présent à l'exercice de la SADC, qui aussi a une institution importante au niveau de la région, qui a ses priorités au niveau de la sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, le président de la République, dans sa présidence, a mis un accent sur les infrastructures et la transformation locale. Parce que vous voyez, nous parlons de la guerre à l'est du pays, mais la clé, le problème, vraiment le nerf de guerre, c'est les minerais. C'est les minerais, surtout les minerais stratégiques. Donc, quand le président de la République met sur à l'avant-plan la présence de la SADC, la transformation locale des batteries, on veut déjà enlever le bruit de bottes là où nous pouvons parler économique. Vous savez que l'Union européenne est construite, a vécu 50 ans de guerre, mais 50 ans de paix maintenant, à cause de la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc, ils ont voulu mettre ensemble les intérêts qui les divisaient autrefois. Donc, c'est aussi ça dans le chef de l'État, de mettre sur la table au niveau de la région des questions de transformation locale de batteries, des minerais stratégiques, qui sont en fait le nerf de la guerre. Voilà. Oui, Madame Stéphanie Bombo, je crois que le président de la République va certainement aller dans ce sens-là. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront bien entendu en avant, mais j'avais une question un peu toute particulière. Je vais vous la poser, mais je la poserai aussi au professeur Unikai. Le président de la République va aborder les questions mondiales, bien entendu, à la tribune des Nations Unies. Nous sommes devant une Nations Unies en train de rechercher de nouveaux repères, une organisation des Nations Unies voulue de paix en toutes circonstances, un conseil de sécurité qui est complètement paralysé avec la guerre en Ukraine. Il faudrait forcément réformer cette organisation. La RDC a une position bien entendue et que nous voulons voir la RDC participer efficacement et pourquoi pas avoir une place au sein de ce conseil de sécurité. Déjà, la RDC, la SADC, il y a un géant Afrique du Sud là-dedans. Vous pensez que la RDC peut prétendre à place? Pourquoi pas? Moi, je crois que le monde ou le continent a prouvé au monde entier la confiance qu'elle a eue avec le chef de l'État, qui est exclusivement président de l'Union africaine, président de la SADC, président de la CAC. Donc, cela prouve la confiance et l'importance que la RDC prend au niveau régional. Vous savez, nous sommes un pays continent et je partage cette philosophie très forte qui dit que si l'Afrique a la forme du revolver, la gâchette se trouve en RDC.
RDC. Donc la RDC a un rôle très, très, très stratégique au niveau africain, mais aussi au niveau mondial, parce qu'à rigueur, on a des enjeux de transformation écologique, les enjeux de changement sur le changement climatique à jouer et aussi les enjeux démographiques. Donc la RDC est très stratégique. Moi, je crois que les enjeux du monde vont être sur cette question-là et pourquoi pas l'avoir au sein du Conseil des Nations Unies pour parler en fait des problématiques qui touchent vraiment le monde dont lui présente comme une solution. Voilà, professeur, j'ai parlé de cette question pour vous y ajouter une bonne dose de votre regard scientifique. Est-ce que le Conseil de sécurité aujourd'hui peut être réformé? Est-ce que vous pensez que ceux qui y sont, parce qu'ils sont puissants, vous pensez qu'ils vont laisser libre pour quiconque veut la restructuration des Nations Unies? Professeur, Oui. vous allez prendre la parole. Juste le temps de dire aux téléspectateurs qu'après le président du Guatemala, qui passe en ce moment, sera le tour du président de la République démocratique du Congo. Vous prenez la parole en peu de mots. Nous suivons le président du Guatemala pour donner un peu une idée sur le son et l'image aux téléspectateurs qui ont certainement des doutes. Il n'y a pas de doute possible. Nous allons prendre les présidents de Guatemala quelques instants. Vous répondez à la question, nous le prenons, et puis jusqu'à l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma réponse est simple, hein. La réforme du Conseil de sécurité s'impose. Elle est incontournable parce que ce Conseil a démontré ses limites. Le monde a bougé, il y a d'autres forces qui montent et l'Afrique doit faire entendre sa voix. L'Afrique en tant qu'un groupe important. Et notre pays, c'est un pays qui occupe une position géostratégique, géopolitique, qui est connue. Et donc, je pense que cette question doit être abordée de manière à ce que les puissants, ils sont ce qu'ils sont parce que c'est eux qui sont à la base de la fondation des Nations Unies. Ils ne peuvent que défendre leur position. Mais le monde est en train de bouger dans un sens où ils seront obligés d'accompagner ces réformes. Nous allons vous retrouver tout à l'heure. Le temps de suivre le président de Guatemala et permettre également aux organisateurs d'annoncer officiellement l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la parole tout à l'heure. La réalisation, si nous pouvons prendre le son du président de Guatemala. Nous sommes attachés à la réalisation de notre politique énergétique et à l'horizon 2030, nous espérons que près de 30% de nos énergies seront justement générées par des ressources renouvelables. L'insécurité alimentaire est une des nombreuses crises qui nous touchent et que nous regrettons, face notamment à l'attitude de certains pays qui semblent faire fi de cette réalité vis-à-vis de pays qui n'ont quasiment rien. Les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui sont des phénomènes qui s'expliquent par de nombreux facteurs, des facteurs économiques, mais aussi par le changement climatique. Notre gouvernement a essayé de trouver des solutions structurelles et non pas conjoncturelles, et seul l'avenir pourra essayer d'équilibrer un petit peu ces phénomènes de migration irrégulière. Nous avons d'ailleurs investi pour essayer de générer des emplois et pour répondre aux besoins des populations. Nous avons également légiféré afin de mettre en avant le tissu social, mais ce sont des efforts que nous devons consentir tous ensemble. Il faut que les personnes n'essaient plus de migrer de façon irrégulière, mettant en danger leur famille et se mettant en danger elles-mêmes. C'est une question qui relève de notre sécurité, mais aussi de la sécurité internationale. Nous avons subi l'arrivée de flux migratoires. Nous sommes confrontés à ce problème, mais nous essayons de prêter main forte à de nombreuses personnes en respectant les droits humains. Et nous avons adopté la législation de lutte contre la traite des personnes, délit transnational,
reconnu de tous et nous avons justement appelé de nos voeux une aide de la part des gouvernements de la région de Alba pour trouver des solutions adaptées à l'immigration irrégulière et à des investissements idoines. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, nous sommes à une croisée des chemins. Et si nous trouvons des solutions ciblées, nous arriverons à résoudre des problématiques comme l'insécurité régionale et transnationale. Nous continuons de lutter contre le trafic de stupéfiants et nous avons d'ailleurs appelé les pays consommateurs qui sont à l'origine du blanchiment d'argent à faire quelque chose. Il faut absolument que les structures financières de ces organisations soient démantelées pour mettre un terme à ce crime, à défaut de quoi ces derniers continueront de constituer une menace pour nous et nos pays. La souveraineté des États est essentielle aux bonnes relations bilatérales et multilatérales. Indépendamment de la taille des pays en question, les relations doivent se fonder sur un traitement respectueux des uns et des autres. Aucun pays, aucune organisation, aucune enceinte multilatérale ne devrait s'ingérer dans les affaires internes d'un autre pays. Mais non, ça n'est pas toujours comme ça, nous le savons. Monsieur le Président, à l'échelle de la planète tout entière, nous faisons face à de nombreuses crises et fort malheureusement, certaines de ces crises sont causées par la même volonté humaine, celle de nier au respect des autres. Cette organisation doit taper du poing sur la table et doit éviter qu'il y ait encore davantage d'affrontements. Les nations sont les tuteurs du droit international. Elles sont censées le protéger. Elles sont censées façonner la paix entre les États. Mais elles ne parviendront à rien si nous autres, représentants des États, ne nous engageons pas à respecter le droit international et ne nous engageons pas à juguler nos divergences de façon pacifique par le biais du dialogue et de la négociation, en respectant la négociation et l'état de droit. Aujourd'hui, nous voyons que les migrants, les réfugiés font l'objet de discrimination. Nous faisons face à des réalités auxquelles nous n'avions pas fait face depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les témoins de l'utilisation de la force par un État contre un autre, et ce, sous prétexte d'idéologie, de position politique, une volonté de refus de la démocratie en tant que système. Nous faisons face à des violations massives des droits de l'homme. Dans ce contexte, le Guatemala appelle le monde entier à exhorter la Russie à mettre un terme à cette agression en Ukraine. Il faut que cette guerre cesse. Ce conflit en Ukraine ne peut plus se poursuivre. Je me suis rendue en Ukraine. J'ai vu ce qu'il s'y passait. Nous ne pouvons pas nous permettre que ce genre de conflit se produise dans un autre pays. J'ai vu les horaires de la guerre et je me dis ouvertement contre la guerre en Ukraine ou partout ailleurs dans le monde. Lors de ma visite officielle en Ukraine, eh bien, j'ai pu voir ce qu'il se passait sur le terrain. J'ai vu la précarité des familles et des populations civiles sans défense qui subissaient les foudres d'une force militaire et de bombardements constants. La paix, ça ne veut pas dire absence de guerre. Les États alors l'orateur se reprend. L'organisation donc des États qui doit œuvrer pour le bien-être des nations et entre les nations doit justement faire de cet objectif une réalité. Nous devons justement faire nôtre la Charte des Nations Unies. Cette organisation a été créée pour préserver les générations futures du fléau qu'est la guerre. Elle existe pour que nous redisions notre foi dans l'humanité, dans la personne humaine, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, mais avant toute chose, entre les petites et les grandes nations. Cette charte implique de nous que nous aspirions à la justice et que nous respections nos obligations conformément aux traités et aux autres instruments des droits de l'homme. La charte stipule également que nous devons être tolérants, que nous devons coexister dans la paix et la solidarité, que nous devons conjuguer nos efforts pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Face à la réalité actuelle dans le monde, eh bien, il est urgent que nous nous souvenions tous de ces principes et de ces postulats
ces postulats qui sont les pères fondateurs de cette organisation. Nous devons faire fond sur l'ancêtre qui est la nôtre pour débloquer davantage de ressources et pour tout mettre en œuvre pour remédier à ces problèmes. Le Conseil de sécurité doit être réformé immédiatement afin de garantir au monde le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'autodétermination des peuples. Le Conseil de sécurité doit avant toute chose nous garantir la paix. Le Guatemala est un pays qui par nature est pacifiste et il souhaite que le Conseil de sécurité s'acquitte de sa responsabilité et qu'il laisse de côté toute motivation politique ou idéologique. Le Conseil de sécurité devrait exclure tout pays qui ne souhaiterait pas aspirer à la paix. Nous ne pouvons plus attendre que les choses changent. Nous devons nous-mêmes faire changer les choses, façonner un autre avenir. La Charte des Nations Unies est censée nous aider à affronter les défis de l'humanité. Elle est censée nous aider à promouvoir la paix et le développement. Nous devons tous ensemble essayer de réformer le système des Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent plus ressembler à ce qu'elles étaient lorsqu'elles ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons envisager d'autres approches qui répondent à la réalité actuelle. C'est une tâche difficile, certes, mais nous avons des solutions et des options. L'Organisation des Nations Unies doit se donner les moyens de se restructurer, de se réformer en travaillant sur l'égalité et la souveraineté des États et l'interdiction de l'utilisation des forces, y compris des armes nucléaires, chimiques et de destruction massive. Des réformes doivent donc s'appliquer aux Nations Unies et au Conseil de sécurité parce que notre organisation doit respecter la charte et l'ordre mondial. La majorité des pays du monde sont des pays pacifistes et démocratiques. Et je suis certain qu'ils sont désireux de mettre un terme à cette pratique. Nous devons tous ensemble faire le multilatéralisme et nous donner la main pour affronter les défis auxquels nous faisons face. Nous devons promouvoir le développement et apporter des solutions pour relever les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Le Guatemala a toujours montré son soutien envers le système onusien et il est tout disposé à faire changer les choses dans le contexte de la coopération internationale et de la collaboration. Au cœur de ces réformes, eh bien, nous devons faire en sorte que Taïwan devienne un membre de cette organisation. J'aimerais, Monsieur le Président, dire une chose. Il est possible de parvenir à la paix grâce aux engagements que nous pouvons prendre vis-à-vis de la paix et de la sécurité internationale. Mais nous devons, en tant que dirigeants de ce monde, en tant que grands dirigeants qui tirent les ficelles de ce que vit l'humanité, nous devons prendre ces décisions. Mettons de côté les différences ethniques, culturelles, sociales, religieuses. Concentrons-nous sur ce qui nous unit. Soyons tolérants, respectons les différences de point de vue. Le Guatemala est un pays pacifiste, un pays qui accorde la priorité au respect et à la protection des droits de l'homme, au droit à la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle. Dans cette enceinte aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous dire que mon pays est pleinement attaché au respect de l'objectif qui est celui du maintien de la paix dans le monde. Le Guatemala, pays démocratique, est disposé à résoudre de façon permanente devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale, les différents territoriaux que nous avons avec le Belize. Nous sommes certains que grâce au dialogue, nous pourrons mettre sur pied des mécanismes de confiance mutuelle qui nous permettront d'aller vers la prospérité, la confiance mutuelle et qui nous permettront de résoudre les différends qui nous séparent au sein d'une même région, à savoir la région Caraïbes et Amérique latine. Nous devons laisser derrière nous toutes les guerres qui ont fait tant de mal à notre monde.
plus de guerres fratricides, plus de conflits inutiles et non justifiés, plus de morts. Aujourd'hui ou jamais, nous devons agir. À tous ceux et celles qui souhaitent la paix, qui souhaitent le dialogue, qui souhaitent résoudre les problèmes, car nous sommes des frères et des sœurs. À tous ceux qui souhaitent la paix pour les générations à venir et qui souhaitent que le genre humain prospère. Livrons cette véritable bataille contre l'exclusion, contre la faim, le changement climatique et contre tous les fléaux qui frappent l'humanité. Plutôt que de prendre les armes, eh bien, donnons-nous la main pour mettre un terme à la pauvreté, à l'exclusion et pour œuvrer vers le développement économique et social. C'est l'appel que je vous lance. Que Dieu bénisse le monde et surtout le Guatemala. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Guatemala. Je remercie le président de la République du Guatemala et je prie le protocole de bien vouloir raccompagner son Excellence. The Assembly will hear an address by His Excellency. Je donne maintenant la parole à son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de donner la parole au président de la République démocratique du Congo, qui va prendre la parole devant l'Assemblée générale. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont la sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. À l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de concertation, plus de coopération et plus de solidarité entre les États et les nations. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constituent le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies. Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale. À ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme ainsi que
l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique. En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent. Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique, où il a allumé le feu à plusieurs endroits et notre continent en paye un lourd tribut. Au Sahel, à l'Est, à l'Ouest, au centre et au sud de ce continent, les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes et déstabilisent des États au nom de l'intégrisme religieux. Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile. Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme, est membre de la coalition globale contre l'État islamique, interpelle les Nations unies et les exhorte à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations de cette coalition et de celles du processus d'Aqaba. Les réactions, les déclarations d'intention et les proclamations de foi sans action collective vigoureuse sur le terrain ne suffiront jamais pour éradiquer le terrorisme. Monsieur le Président, au cœur de l'Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants, notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe, nécessaires à l'alimentation des populations ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs. Il est impératif que les Nations unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ces États. À ce sujet, les Nations unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins,
sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion
et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et démocratiques du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci, 1.
rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, la COP, et la transition énergétique. Il est temps, d'une part, de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pollueurs et d'autre part, de compenser au nom de la justice climatique les efforts fournis par les pays moins pollueurs, dont ceux de l'Afrique, pour préserver l'environnement dans l'intérêt de toute notre planète. Quant à la transition énergétique, l'Afrique regorge suffisamment de sources d'énergie renouvelables et de matières premières susceptibles de contribuer à la mobilisation des alternatives crédibles à la double crise énergétique et écologique. De ce point de vue, il est important de relever que la République démocratique du Congo compte parmi les principaux producteurs de minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique et à la décarbonisation du secteur des transports,
dont notamment le cobalt, le lithium, le nickel ainsi que le manganèse. Mon pays s'est fixé comme objectif de produire proprement les 10 minerais à cette fin. C'est dans cette perspective que la République de Zambie et la République démocratique du Congo ont signé le 29 avril de cette année un accord relatif à la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur de batteries électriques et des énergies propres. Il va sans dire, au vu de l'importance des investissements que requiert la réalisation d'un tel projet, que l'implication des partenaires est particulièrement indispensable, notamment en termes d'apport en capitaux et en technologies adaptées. En outre, afin de soutenir le programme de transformation verte des économies sur le continent africain et de rencontrer la demande d'énergie croissante dans le monde, mon pays a pris l'option de valoriser son immense potentiel en matière d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, le solaire, la géothermie et l'exploitation de ces gisements gaziers. De ce fait, la République démocratique du Congo se présente comme un atout à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine à travers la mise en œuvre du projet Grand Inga, lequel pourrait également s'avérer bénéfique pour une partie de l'Europe et du Moyen-Orient. C'est dans cette perspective qu'elle est heureuse d'abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le climat, la pré-27, le mois prochain. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît aux pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leur contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter, dans le respect des normes environnementales, les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Stratégies et mesures adéquates ont été adoptées et prises pour éviter des impacts négatifs sur l'environnement. Elles prévoient, à l'instar d'autres pays d'Afrique et d'Europe qui ont relevé ce défi, l'exercice de contrôles gouvernementaux efficaces. Il est question pour la République démocratique du Congo d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux en préservant ses forêts et en continuant de demeurer le pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mon pays reste ouvert à la coopération avec tout partenaire disposé à l'aider à l'atteindre ses objectifs. Sur le plan économique, le pari à gagner est celui de donner les chances de redressement aux économies des pays affaiblis par les effets collatéraux des changements climatiques et du coronavirus, afin de promouvoir une croissance économique mondiale équilibrée et de stopper l'aggravation de la pauvreté dans les pays en développement. Nous ne pouvons pas relever ce défi sans des efforts internes de bonne gouvernance au niveau national, ni
investissement productif des richesses, ni transfert réel des ressources financières suffisantes à ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi la République démocratique du Congo plaide pour la concrétisation de la proposition de cession par les pays riches d'un pourcentage de leurs droits de tirage spéciaux, les DTS, au Fonds monétaire international, aux pays les moins nantis, faite par la conférence de Paris sur la relance des économies post-Covid-19 du mois de mai 2021 et appuyée par un engagement ferme du sommet du G20 d'octobre de la même année à Rome. En tout cas, toute facilité d'accès aux ressources additionnelles en faveur des pays éprouvés par les changements climatiques et la Covid-19 sera la bienvenue. De même, l'allègement du fardeau de la dette des pays à faible revenu devra demeurer une préoccupation permanente qu'il convient d'intégrer dans une approche globale de solidarité internationale. Pour sa part, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile par suite des effets pervers de la pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo a enregistré des progrès remarquables en termes de croissance économique. Le rythme de création de richesses s'est accéléré en 2021 grâce particulièrement au dynamisme du secteur minier dont la croissance de la production est passée de 1% en 2019 à 10,1% en 2021 par suite de la bonne tenue des cours du cuivre et du cobalt sur le marché international. Le taux d'inflation et celui de change du franc congolais sont restés relativement stables. Aussi, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a-t-il conclu favorablement la deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Le Fonds monétaire international a exprimé son satisfecit sur les politiques macroéconomiques prudentes adoptées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous poursuivrons inlassablement ces politiques et l'effort d'amélioration du climat des affaires en cours pour promouvoir les investissements privés et les activités économiques en général. Monsieur le Président, la solidarité et la justice dans les relations entre les nations ont toujours été des facteurs de paix et de sécurité mutuelle car elles rapprochent les hommes et créent des liens d'interdépendance entre eux. À cet effet, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif sont des digues puissantes contre les conflits sociaux et les tensions entre les peuples. C'est pourquoi la République démocratique du Congo se félicite de l'action collective menée par la communauté internationale contre la Covid-19 et salue l'initiative des États-Unis d'Amérique, New Feed the Future, pour financer l'agriculture afin de combattre la faim et l'insécurité alimentaire en Afrique par suite de la crise russo-ukrainienne et dont la République démocratique du Congo, mon pays, est parmi les pays africains bénéficiaires, pour ne citer que ces cas les plus actuels. Mon pays appelle à de telles actions et initiatives et non seulement contribue à résoudre les problèmes de survie au quotidien et à créer des emplois accessibles au plus grand nombre, mais aussi distribue des revenus et du pouvoir d'achat à la base. En revanche, solidarité et de la justice internationale, nous nous posons des questions sur le maintien des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, des sanctions qui, de plus, datent de l'époque du défunt président Robert Mugabe. Pourquoi notre organisation est-elle si silencieuse et si indifférente à la limite du crime contre un peuple innocent? En ma qualité de président en exercice de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC,
je lance un appel pressant aux Nations Unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Monsieur le Président, dans ce monde multipolaire, aucun pays, aussi puissant et riche soit-il, ne peut prétendre affronter seul les défis que je viens d'exposer ci-dessus, et encore moins les relever dans l'intérêt de tous. L'importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l'ampleur de la tâche exigent une approche multilatérale équitable qui intègre les intérêts d'un chacun et mutualise les énergies de tous dans le respect réciproque. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continue à penser qu'il est indispensable de mieux structurer le multilatéralisme et de l'enrichir dans l'égalité de traitement et de toutes les parties prenantes afin de créer des espaces de dialogue et de coopération dont nous avons besoin pour assurer la paix et la sécurité internationale. C'est cela, l'Organisation des Nations Unies que nous voulons. Pour ce faire, il nous faut accorder le bénéfice de l'urgence à la réforme de l'ONU qui semble actuellement marquer le pas. Dans ce cadre, je me fais le devoir d'insister sur la nécessité de satisfaire la revendication légitime et juste de l'Afrique d'être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et par 2 autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. C'est une question de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Nous, Africains, y tenons fermement. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour terminer, permettez-moi de dire un mot sur la parité homme-femme. À ce propos, il y a lieu d'insister sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours tant au niveau international qu'à celui des États pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. C'est pourquoi, lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai initié une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale sous le thème de Conférence des hommes sur la masculinité positive. De ce rendez-vous historique tenu à Kinshasa en 2021, il est sorti une déclaration de l'Union africaine contenant l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et apporter des réponses appropriées à cette problématique. Cette déclaration constitue une véritable charte de l'Union africaine pour la femme que je m'attelle à matérialiser en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris de promouvoir davantage la Congolaise qui occupe aujourd'hui de plus en plus l'avant-plan de
de la gestion des affaires publiques au sein des institutions politiques, judiciaires de mon pays. Cette politique volontariste devra permettre dans l'avenir un changement radical, non seulement de perception de la femme et de son rôle dans la société, mais aussi dans la prise en charge par la femme elle-même de son destin. En effet, la parité n'est pas un cadeau fait à la femme, mais une responsabilité qu'elle doit assumer. Je souhaite plein succès aux travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République démocratique du Congo pour sa déclaration et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant écouter un discours de son Excellence Faustin Archange-Touadéra, président de la République centrafricaine. J'invite donc le protocole à bien vouloir accompagner son Excellence. Voilà, très chers téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise est heureuse de vous proposer l'intégralité du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours qui a pris en tout et pour tout 38 minutes et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué beaucoup de sujets, mais les spécialistes en sociologie de la communication ont compris qu'il a consacré une part belle au dossier rwandais et sur ce dossier, il y avait un ton très ferme utilisé par le président de la République. Et ces mêmes spécialistes en sociologie de la communication ont compris que le comportemental, le gestuel et le paralangage communiquent un grand message par rapport à la parole. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a utilisé ce comportemental, ce paralangage et ce gestuel quand il a parlé surtout du dossier rwandais. Nous allons vous donner la parole, les trois qui sont sur ce plateau, avant de prendre Paul Diakese et Félix Kabala pour décortiquer ce discours du chef de l'État. Je commence par Madame Ernestine Nyoka. Vous êtes la présidente nationale du Congrès des patriotes démocrates, ancienne vice-ministre du budget, et vous êtes également membre de l'Union sacrée. Que peut-on retenir du discours du président de la République? D'abord, je me permettrai de dire bravo au chef de l'État. C'est un grand pas qui est celui de condamner, de démontrer que le Rwanda pose des actes qui ne peuvent pas être admis ni par le Congo, ni par la communauté internationale de manière générale. Et pour le faire, il a repris un peu la situation dans le monde, la situation du terrorisme. Et il a atterri sur la question du Rwanda. C'est pour montrer en fait à la communauté internationale que vous êtes laxiste. Vous observez sans pouvoir apporter des solutions. Beaucoup d'accords ont été signés, mais ces accords ne sont pas suivis. C'est comme si, en fait, il y a une complicité de la communauté internationale que pour continuer à brimer la RDC. Et je crois que ça, c'est un grand pas aujourd'hui, puisque en fait, il demande à la communauté internationale de s'impliquer. C'est comme une injonction, mais bien habillée, mais il demande à cette communauté internationale de s'impliquer pour que la situation que le Rwanda est en train de faire perdurer au Congo puisse s'arrêter. Mais de l'autre côté, il le promet aussi que non seulement la communauté internationale s'implique, mais nous-mêmes, la RDC, nous avons déjà pris le taureau par le cornes que pour pouvoir élaguer cette situation. Et donc, à la communauté internationale d'apporter son aide, à la communauté internationale de pouvoir réévaluer, puisqu'elle est présente en RDC, de réévaluer l'action de la MONUSCO qui a plus de 20 ans
en RDC que pour pouvoir voir dans quelle mesure elle peut partir et dans quelle mesure il faut pouvoir aussi lever l'embargo sur les armes. Là, il l'a dit bien clairement et ça fait autant d'années que la question d'embargo n'a pas été abordée dans notre pays, ni par aucun politique, même pas par les différentes sociétés civiles, mais les gens discutent autour de la question, les politiques vous disent, les sociétés civiles vous disent, non, il n'y a pas d'embargo, on peut acheter les armes moyennant. Mais le chef de l'État a été clair sur la situation. Vous favorisez les M23, vous favorisez les Rwandais, ils ont des armes d'appui. Laissez-nous la possibilité d'avoir des armes et de combattre pour protéger nos territoires. Ça, c'était magnifique. Madame Stéphanie Mbombo, qu'est-ce que vous aviez retenu du discours du chef de l'État au niveau de la tribune des Nations Unies? Vraiment, c'était un discours franc, un discours direct, un discours de maturité africaine, je le dirais comme ça. Et c'est vraiment un discours qui sera retenu dans les annales des Nations Unies parce qu'elle vient vraiment en compétence ce que Madame vient de mettre comme élément, la condamnation, la question du terrorisme qui touche à tout le monde, non pas seulement au Congo, mais au niveau international. Donc, nous devons, la communauté internationale devra regarder cette question, la question du Rwanda, comme un acte de terrorisme et que nous devons prendre des solutions d'une solidarité internationale. Il a aussi insisté sur le fait que l'agression rwandaise contre le Congo c'est fait en toute légalité, mais contre toutes les instruments régionaux, internationaux, dont le Rwanda fait partie. Il a aussi essayé de remettre vraiment en question les Nations Unies elles-mêmes. Quelles sont les Nations Unies aujourd'hui devant un Rwanda qui continue à s'aimer le terrorisme dans l'est du pays? Vraiment, là, moi, je crois qu'en ce moment-ci, le secrétaire général des Nations Unies, les membres du Conseil de sécurité, la communauté internationale devrait se remettre en cause pour savoir vraiment quel est le rôle de cette institution qui, au départ, était créée pour s'aimer, pour travailler pour la paix dans le monde. Et il est allé encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il est allé demander qu'on ne puisse pas se contenter du déni de Rwanda pour le Congo, mais par contre prendre des mesures constructives pour que nous puissions avoir cette paix. Et il a aussi passé dans l'historique, parce que vous savez, quand le président avait été investi, il a fait une approche diplomatique envers le Rwanda. Il a salué le président rwandais. Cet acte-là, aux yeux de la population, était pris de façon moins populaire, mais c'est pour dire qu'il a commencé par des bases diplomatiques pour montrer que c'était un président de paix. Il s'est battu pendant 37 ans de façon pacifique pour arriver à son pouvoir. Et c'est cette paix-là, cette façon pacifique de dialogue qui est en train d'amener au niveau régional et international. Mais cela a démontré le contraire de l'autre côté, que le Rwanda voudrait plutôt aller continuer dans une politique d'hypocrisie diplomatique et en même temps sur le terrain soutenir le mouvement rebelle. Ça, ce sont vraiment des questions importantes. Nous avons vu un président déterminé avoir la paix dans son pays, un président qui a parlé au nom de son peuple et qui a mis vraiment sur la table les vraies questions qui touchent à la population congolaise, surtout de la paix. Il a aussi parlé de questions des minerais stratégiques, qui est très important, qui est vraiment le nerf de guerre aujourd'hui. Et si au niveau de la position de la SADC, il a mis en avant la question de transformation locale des minerais stratégiques, comme l'accord avec la Zambie que nous avons signé, c'est pour démontrer qu'il voudrait qu'on puisse maintenant amener ces problématiques de dialogue de minerais et qui est vraiment la cause de la guerre sur une table de négociation et d'accord au niveau régional. Donc, je crois que vraiment le président a insisté sur l'action de la paix. Il a insisté aussi sur le bloc pétrolier, qui est quand même notre indépendance économique, dont aucun traité au niveau international ne nous interdit d'exploiter nos propres pétroliers. Nous allons le faire en respectant les règles de l'environnement. En tout cas, je félicite vraiment le chef de l'État ainsi que tous les membres de son cabinet qui ont travaillé sur cette discours. Merci, madame. Tu as une question au professeur pour terminer avec cette première partie? Oui, cette première partie. Le président de la République est revenu sur
la nécessaire réforme des Nations Unies. Il a dit qu'il était important que l'Afrique ait deux places dans la catégorie des membres permanents, mais aussi deux places supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents. Nous le disions avant que le président ne prenne parole, mais maintenant qu'il l'a dit, ça veut dire que la détermination est là, mais il y a en face la résistance de ce que vous avez appelé les pionniers. Les puissants. Les puissants. Oui. Tout à fait normal. Alors moi, j'ai noté une chose, c'est que le discours du président était offensif, déterminé, et il y a un mot qu'il a prononcé, que les Congolais vont défendre leur souveraineté jusqu'au sacrifice suprême. Ça, moi, je crois que c'est l'essentiel de ce que nous pouvons retenir. Nous ne sommes plus à l'heure de... On va toujours négocier, c'est vrai, mais il faut que les Rwandais comprennent que la chose va aller plus loin s'ils continuent à jouer le jeu qu'ils jouent avec le M23. Donc ça, c'est un point très important qu'il fallait soulever. Mais par rapport à la réforme, vous avez tout à fait raison. L'ONU n'est plus en mesure de garantir la paix et la sécurité internationale dans sa forme actuelle. Il faut absolument que les grands ensembles comme l'Afrique puissent entrer au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Et donc, il a bien précisé 2 membres permanents et deux autres non permanents. Il y aura des résistances de la part de ceux qui tiennent les rênes de ce monde parce qu'ils sont plus forts. Mais le terrain montre que les choses bougent et qu'il faut continuer ce combat jusqu'à ce que les choses soient clarifiées et que les décisions, disons d'abord les recommandations du niveau de l'Assemblée générale, parce que là, ce sont des recommandations qui seront faites, et puis les résolutions qui doivent accompagner cela par des mesures concrètes, de manière à ce que le monde change et que les affaires du monde les plus faibles puissent aussi faire entendre leur voix. Merci. Professeur Mikaï, politologue, analyste politique national et international, qui a été avec nous sur ce plateau pour justement décrypter les discours du président de la République à la tribune des Nations Unies. Merci, Madame Ernestine Nyoka, ancienne vice-ministre chargée du budget et présidente nationale du Congrès des patriotes démocrates et qui est également membre de l'Union sacrée. Merci. D'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant toute la soirée. Bien que nous pensions qu'il allait y avoir un autre tour de table pour parler ne fût-ce que des questions des femmes, parce que le président a relevé la question. Il a relevé la question, et ça, c'est très important pour nous. Je comprends la sensibilité. C'est la raison pour laquelle nous avions jugé utile d'inviter au moins 2 dames sur ce plateau. Question aussi de respecter cette égalité ou cette masculinité positive. Oui. Merci à Madame Stéphanie Mbombo, qui est assistante directeur de cabinet du chef de l'État et présidente de CRIC, qui a aussi répondu à cette invitation. On a passé plus de 3 heures ensemble. Ça, il faut le faire. Il faut aimer son pays. C'est aussi un devoir de redevabilité, comme l'a toujours dit le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, la redevabilité. Il faut rendre compte à la population, cet exercice, c'est justement que nous nous sommes livrés ce soir. Merci, nous aurons l'occasion de vous inviter dans d'autres circonstances sur ce même plateau de la radio. Télévision nationale congolaise et les portes vous sont grandement ouvertes. Merci. Et nous allons recevoir, juste après vous, Monsieur Paul Diakessé, l'adjoint au directeur de cabinet l'adjoint au directeur de la presse présidentielle, et puis Monsieur Félix Kabala, expert en communication à la présidence de la République, pour justement parler de ce discours du chef de l'État. Il faut se le dire, 38 minutes en tout et pour tout, avec un langage
clair, un ton ferme, surtout quand il a parlé du Rwanda, qui soutient les terroristes du M23. Et je l'ai dit quand j'ai pris la parole juste après le chef de l'État, les spécialistes en sociologie de la communication ne me contrediront pas. Le discours, le paralangage, le gestuel et véhicule un grand nombre de messages par rapport à ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui parle. Et nous l'avions senti. Et le chef de l'État a parlé avec son cœur, surtout quand il a évoqué des points très, très sensibles à la souveraineté nationale. Paul Diakessé, Félix Kabala, vous pouvez nous rejoindre. Merci, bonne soirée. Vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Vous passez comme ça, oui. C'est ça les aléas du direct. Quand j'ai demandé à Pasteur Paul de nous rejoindre sur ce plateau, le président de la République a consacré une belle part de son discours à parler de la souveraineté de notre pays et surtout la présence illégale du Rwanda aux côtés du M23 sur le territoire national. Un ton très ferme. Ça arrive, hein? On sent qu'il a parlé avec son cœur, surtout que ce sont des questions qui touchent la nation. Les chefs de l'État, en tant que leader, qui incarne un leadership au niveau de la région, l'Afrique et des sous-régions, a également plaidé pour le Zimbabwe, hein, qui continue encore à subir des sanctions pendant que Robert Mugabe n'est plus au pouvoir. Il n'y a aucune raison. Donc, il a porté son costume de grands leaders au niveau du continent. D'abord, première réaction à chaud sur la partie qui concerne le Rwanda. Qui commence, Félix ou Pasteur Paul? C'est vous qui commencez maintenant. Merci beaucoup. On a passé énormément de temps. Oui. Nous attendions tous ce discours du chef de l'État. Je pense, d'abord, premièrement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je savais que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, allait faire preuve d'une maturité politico-sociale à travers ses discours et surtout diplomatiques. Il a brossé tous les aspects nécessaires et adéquats sur sa vision du monde, tout en donnant une part assez particulière et profonde à la question dite sécuritaire. Les prédictions que je fais avant le discours du chef de l'État se sont avérées vraies. Le président de la République a donné des détails de prédictions que j'ai faites en analysant en amont ce discours qui nous a produit en aval les réalités de ces prédictions que j'ai faites sur le plateau en complémentarité de ce que Paul Diakessé disait. D'abord, premièrement, aujourd'hui, le président de la République est d'accord de toujours dialoguer à travers la diplomatie. Le président de la République reconnaît l'instance internationale, l'Organisation internationale des Nations Unies comme étant le meilleur arbitre qui a accompagné la RDC dans la quête de la recherche de la paix sur son territoire. Mais le président de la République, j'ai été content et satisfait d'une chose, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il ne les a pas caressés dans le sens du poil. Il a été honnête, a rendu hommage à cette organisation internationale, mais a demandé à cette organisation, je l'ai même dit dans mes prédictions, de sortir de leur phase théorique, qui veut dire l'immobilisme
des bonnes intentions, de bonnes intentions en parole, sans pour autant agir. Et il a même prédit clairement, si vous ne sortez pas de l'immobilisme, malheureusement, la calamité sécuritaire dont est victime la République démocratique du Congo ne trouvera aucune porte de sortie. Et en même temps, le président de la République a nommément cité l'État rwandais. Mais le président de la République a évoqué le fait qu'il refuse toute forme d'amalgame, et j'en ai parlé ici, quand je parlais de la réalité de ce conflit ne concerne pas les deux peuples. Le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont pas de problème. Le président l'a même martelé en citant clairement toute forme de discours xénophobe qui aura tendance à prendre élan ou chemin au sein de la République sera sévèrement puni par la loi. Oui. J'espère que les hommes politiques et toute forme d'ONG tendancieuse sont avertis. Donc le président de la République a clairement fait voir au monde entier que le contexte, le vrai contexte sécuritaire est celui par lequel la RDC accuse le Rwanda avec preuve, et le Rwanda, pour essayer de fuir la question, a un prétexte, soi-disant des FDLR. J'ai même rigolé avec le terme, avec les termes que le président a utilisés, les a appelés les fantomatiques FDLR. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez découvert ce discours avant qu'il ne soit prononcé aux Nations Unies? Vous êtes tous de la présidence. Non, mais attendez, vous savez, lorsque vous connaissez votre chef, oui, comment est-ce qu'il fonctionne, oui, vous pouvez faire des... Même si vous ne le connaissez pas à 100%, vous êtes en mesure de faire des projections. Et c'en est le cas. Comment est-ce qu'il peut, vous avez raison, avancer certaines idées. Oui. C'est ce qu'on a fait avec M. Paul Diakessé ici, en amont, et en aval. Le discours du chef de l'État nous a donné raison. L'a attesté. Permettez-moi, permettez, Congolaises et Congolaises, je ne peux plus redire ce que le chef de l'État a dit, parce qu'il a brossé la question environnementale, la question économique. Je dis ici que le président de la République allait parler intérêt du Congo. Elle a tant donné au monde que le monde n'a pas donné assez suffisamment vers elle. Il en a parlé. Je ne suis pas là pour redire les phrases, les paroles du chef, parce que le travail a été fait en amont entre Paul Diakessé et moi. Paul? Dès lors que le discours a été prononcé par le chef, c'est son discours. Donc on oublie tout ce qu'il y avait comme coulisses. Voilà, moi j'ai rédigé, cette phrase est mienne. C'est le discours du chef de l'État. Alors les gens peuvent dormir en paix, Blaise. Je pense que cette nuit, les Congolais sont très contents. La moitié du discours était consacrée au Rwanda, ce que le Rwanda fait contre nous. Le chef a rappelé que je pense même qu'il y a une phrase seulement qu'on peut retenir de tout le discours. L'heure a sonné. Ça signifie l'heure a sonné. Nous avons attendu. Vous êtes impartial. Vous voyez tout ça, vous ne faites rien. L'heure a sonné. Nous allons agir. Et vous verrez, nous allons agir. La réévaluation de la période de la MONUSCO en RDC, c'est pas que voilà, nous avec l'ONU on coupe. Ça signifie que MONUSCO, bye bye. Et ça c'est très clair, c'est clairement dit. Donc les Congolais se retrouvent dans ce discours. C'était ça mon souhait. Et je pense que chacun d'eux se retrouve, j'ai cité ça 3 fois, dans ce discours. C'est un Congolais qui a parlé, un Congolais de père et de mère, un Congolais qui aime la RDC, un Congolais qui ne souhaiterait pas qu'une portion du territoire soit prise par quelqu'un d'autre. Mais il faut ajouter également que le président est revenu. Ça, c'est la 3e fois pour nous qui avons suivi attentivement tous ces discours à l'ONU. Il est revenu sur les sanctions contre le Zimbabwe. Il faut les lever, il faut les lever. La parité, il en a parlé. Et comme tous les chefs d'État africains, il faut réformer les conseils de sécurité. Il faut que l'ONU retrouve sa place au soleil. Il faut donner 4 places en Afrique, 2 membres permanents et 2 membres permanents. Voilà un peu le résumé que je peux faire de ce discours. Tchala,
Juste un petit mot avant de annoncer cette émission. Non, mais comme Congolais, d'abord, c'est apprécier le discours du président de la République, les intervenants qui ont été à la hauteur. Ils ont tenu compagnie, ils ont expliqué aux populations congolaises ce que le président allait dire. Et à 90%, ils ont réussi à rentrer dans la pensée du président. Et le président lui-même qui a pris le top du chef de guerre contre les M23 et les terroristes du M23. Plusieurs fois, il a cité ce mot, hein. Oui. Terroristes du M23. Et le Rwanda derrière, le réalisateur nous a même fait le plaisir de nous montrer un groupe de Rwandais qui sont certainement là. Pendant qu'il parlait, on a vu l'expression faciale en berne, hein? Alors, très mal à l'aise. Oui, en berne. Je pense même que ce réalisateur doit avoir un sang congolais. Il a fait un mixage qui nous a beaucoup plu. Oui. Le président de la République, chapeau à lui et merci à nos téléspectateurs. Merci. Laissez-moi vous dire merci, Pasteur Paul. Vous êtes l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Merci à Félix Kabala. Vous êtes un expert en communication à la présidence de la République, hein, les habitués, hein, de ce micro de la radio-télévision nationale congolaise. Autant j'ai dit merci également à mon estimé confrère Edi Tchala. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, hein, depuis plus de 3 heures. Il faut le faire. C'est le devoir de redevabilité et c'en était le cas, hein, pour ce soir. Merci à toute l'équipe technique, hein, ici présente au niveau de la RTNC, équipe technique chapeautée par le réal de tous les jours, Patrick Kachala, le réalisateur de Plateau Spécial. Merci et bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, c'est bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.